Alors, ce que je proposerais, c'est une manière un petit peu différente, anachronique, de penser l'usage des écoles. Et en l'occurrence, je voudrais vous parler du Moyen-Âge et ce qu'on pourrait appeler le mode médiéval dans la gestion des écoles. La première chose qui caractérise la manière dont les médiévaux comprennent les écoles, c'est un rapport positif aux autorités scolastiques, à la Bible, aux anciens. L'idée même de se rattacher aux anciens est quelque chose d'éminemment positif, contrairement au mode moderne qu'on va voir dans un instant. Il y a, au Moyen-Âge, d'ailleurs, toute religion, disons, européenne confondue, une certaine méfiance envers la nouveauté. Ce qui n'empêche pas la nouveauté, ce qui n'empêche pas l'innovation. On remarque que souvent l'innovation se fait, mais dans un rapport aux autorités qui diffère, c'est-à-dire qu'on attribuera à des autorités précédentes des idées qui sont en fait le fruit de notre inventivité. Et donc, ça a pour conséquence une minimisation du nombre des écoles. L'existence même des controverses est, au Moyen-Âge, différemment perçue. C'est un petit peu dommage, si vous voulez, que les autorités se contredisent. Les médiévaux ont bien conscience qu'il existe plusieurs écoles, mais ils tenteront systématiquement d'en diminuer leur nombre, de clarifier la situation. Et s'ils ont deux grandes idées, pour un esprit scolastique annoncé par Abélard, c'est plus qu'assez. On va vraiment essayer de rattacher chaque nouvelle école à une idée précédente, de sorte que les autorités, par exemple les pères de l'Église, ne se contredisent pas tous, mais qu'il y ait deux ou trois grandes idées, donc deux ou trois grandes écoles. À ceci, on pourrait opposer le mode moderne, où le rapport est difficile aux autorités, c'est-à-dire que l'idée qu'une chose soit vraie parce que quelqu'un l'a dit, c'est quelque chose de très difficile, sachant que ce n'est pas ce que les médiévaux disaient. Jamais l'argument d'autorité « c'est vrai parce qu'un tel l'a dit » n'a fonctionné comme ça au Moyen-Âge. D'accord ? Le rapport, pour le dire autrement, le rapport aux autorités n'est pas du tout naïf au Moyen-Âge, mais à la modernité. Descartes, Pascal et les autres mettent en question l'appel même aux autorités. Dans le mode qu'on pourrait appeler moderne, la nouveauté est bien vue. L'idée même d'écrire une dissertation originale, donc une thèse de doctorat, est bien vue dans la mesure où elle est originale, pas dans la mesure où c'est simplement un travail de description. Et enfin, on constate dès lors, bien logiquement, une démultiplication des écoles, du nombre d'écoles, puisqu'aussi bien le but est d'innover, et donc faire école est le sacrement pour un chercheur qui met en avant certaines idées. Alors les écoles, pour le dire très simplement, peuvent se distinguer par des techniques propres, et là c'est le lien ténu que je fais avec le titre de la communication, école juridique ou technique juridique. Je mets dans technique beaucoup de choses. Ça peut être valeur, ça peut être toutes sortes de choses. Les écoles peuvent se distinguer par quelque chose qu'elles ont en propre, véritablement. C'est une possibilité, peu fréquente, mais c'est une possibilité. Elles peuvent, et ça c'est beaucoup plus fréquent, se caractériser non pas par quelque chose qu'elles ont en propre, non pas par des valeurs en propre qu'elles mettraient en avant, mais par la prédominance de certaines techniques ou de certaines valeurs. Le plus souvent dans les controverses, ce ne sont pas les idées qui diffèrent, mais l'importance qu'on accorde à telle ou telle valeur, l'importance qu'on accorde à telle ou telle technique. Et enfin, les écoles peuvent se distinguer par leur nom. Et c'est le genre de choses qui peut arriver lorsque plusieurs écoles soutiennent des thèses suffisamment proches pour qu'il soit difficile de se souvenir quelle est exactement la différence. Freud parlait à ce propos du narcissisme des petites différences. Vous verrez que dans certaines professions, évidemment, les concurrents vont avoir tendance à se détester, alors que, bien souvent, le produit qu'ils proposent, qu'ils façonnent et qu'ils commercialisent se distingue à peine. Je prendrai simplement l'exemple de la fameuse controverse entre les formalistes et les réalistes. Je dois beaucoup au livre de Brian Tamanaha, d'accord, sur Beyond the Realist-Formalist Divide. Je l'ai encore relu cette fois-ci, et chaque fois, j'y trouve énormément d'inspiration. Il a constaté, il a établi
l'inexistence de l'école formaliste créée de toutes pièces, comme l'école de l'exégèse par Bonnecase, créée de toutes pièces par l'école réaliste dans les années 20 et 30. Non seulement les formalistes n'ont pas existé, mais en plus, les thèses réalistes, nous explique Tamanha, étaient... parce que les réalistes, eux, ont existé comme école. Ces thèses-là ont été soutenues par tous les juges et les professeurs qui étaient censés incarner le dogmatisme du formalisme, qui est, donc on l'aura compris, une école non seulement créée a posteriori, mais ceci n'est pas rédhibitoire, ce n'est pas rédhibitoire d'être créé a posteriori, mais une école qui constitue un strawman. Les formalistes sont le strawman par excellence, puisque tel que les réalistes le représentent, le décrivent, le formalisme n'a été soutenu par personne, pas plus que l'école de l'exégèse n'a été soutenue par qui que ce soit, et pas plus que dans l'idée d'une pyramide. Enfin, vous savez peut-être que Kelsen ne parle pas de pyramide. Donc, quand on oppose à sa philosophie une vision pyramidale, bon, à qui est-ce qu'on s'oppose exactement ? Certains disciples de Kelsen ont soutenu la métaphore de la pyramide, mais Kelsen, manifestement, ne l'a pas utilisée. C'est le fruit d'une traduction de la seconde édition. Enfin, pour l'érudition, il y a des ouvrages là-dessus. Alors, dans la conclusion, je propose je ne vais pas dire une hygiène des écoles, mais tout de même une technique pour gérer, selon le mode médiéval, si vous le souhaitez, parce qu'on peut en fait fonctionner suivant le mode moderne, mais alors on assistera à une multiplication d'écoles qui se distingueront de moins en moins et qui partageront souvent des thèses. Et donc, je ne suis pas sûr que ça soit bénéfique à la recherche. Donc, je ne suis pas contre les écoles, mais je dirais plutôt qu'on peut être davantage exigeant avec les écoles. On peut être davantage exigeant avec les gens qui soutiennent l'existence, évidemment pas l'existence empirique, l'existence conceptuelle d'une école, en demandant donc deux choses. La première, c'est de s'assurer que pour qu'il y ait école, il y ait des choses différentes des autres écoles. Enfin, je le dis dans un style un peu enfantin, mais est-ce qu'il y a au moins une chose, à part le toponyme, qui distingue l'école d'une autre école? Si tel n'est pas le cas, alors effectivement, parler d'école n'est pas forcément fécond. Bon. Et la deuxième chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est pas tellement les écoles, et vous en avez parlé un petit peu, c'est l'ennemi des écoles. Souvent les écoles, ou les soi-disant écoles, construisent un ennemi qui, d'après cette description, n'a pas été soutenu. Construisent une thèse qui n'a pas été soutenue, mais ce n'est pas le plus grave. Construisent le plus souvent une thèse qui n'est pas soutenable. Or, le raisonnement de l'homme de paille, qui consiste donc à réfuter des thèses qui n'ont pas été soutenues, n'est pas une erreur de logique, n'est pas faux. De montrer la fausseté d'une thèse fausse. Ce n'est pas faux, ce n'est pas une erreur de logique, mais c'est, et Chaim Perlman l'a bien montré, c'est une erreur d'argumentation. Parce que pour qu'il y ait une thèse, dans un article, une thèse ou une école, pour qu'il y ait une thèse, encore faut-il que la thèse rejetée soit soutenue ou à tout le moins soutenable. Donc, je dirais comme ceci, gardons l'idée que telle école soit une école, pour peu qu'on puisse démontrer d'une manière raisonnable que, substantiellement, elle se distingue d'autres écoles. Sinon, ça ne sert pas forcément. Et deuxièmement, vérifions si la thèse rejetée a été soutenue, ou du moins si elle est soutenable. Si ce n'est pas le cas, alors, école ou pas école, il n'y a pas de thèse qui soit promue, qui soit articulée. Voilà. Donc, vive les écoles, mais pas trop quand même.